Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus à Moscou ce lundi pour tenter de relancer le dialogue sur la question ukrainienne. Joe Biden et Olaf Scholz affichent leur unité à propos de la crise autour de l'Ukraine, même si les divergences persistent autour du gazoduc Nord Stream 2. La Commission européenne doit dévoiler mardi un plan de 45 milliards d'euros pour développer la production de semi-conducteurs et devenir un acteur mondial du secteur. Le cyclone Batsirai a quitté Madagascar lundi. Il laisse derrière lui d'importants dégâts et un bilan désormais d'au moins une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de milliers de déplacés. Alors que les pays de l'OTAN annoncent envoyer des troupes en Europe de l'Est, la Russie et son allié Bélarus ont lancé ce lundi des patrouilles aériennes à l'aide d'avions bombardiers. Des manœuvres qui se font en parallèle du grand ballet diplomatique lancé ce lundi par Emmanuel Macron, venu à Moscou rencontrer Vladimir Poutine pour tenter de désamorcer la crise ukrainienne. Je vois que nous avons une préoccupation commune sur ce qui se passe dans le domaine de la sécurité en Europe, a dit Vladimir Poutine. Je voudrais remercier la France de participer activement à l'établissement de décisions fondamentales à cet égard. C'était le cas depuis le début de nos relations. Donc je me réjouis d'avoir l'opportunité de pouvoir entrer en profondeur sur tous ces sujets et commencer à bâtir une réponse utile collectivement pour la Russie et pour tout le reste de l'Europe. Et une réponse utile, c'est une réponse qui permet évidemment d'éviter la guerre et de construire des éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde. Berlin s'est également activé sur le dossier ukrainien. La chef de la diplomatie allemande était à Kiev ce lundi pour rencontrer son homologue et lui réaffirmer son soutien. Olaf Scholz, le chancelier allemand, était lui à Washington pour une première rencontre avec Joe Biden. Le leader allemand était jusqu'à présent jugé trop peu offensif face à Moscou, Berlin étant lié à la Russie par le gazoduc Nord Stream 2. Un gazoduc qui sera mort-né si la Russie attaque l'Ukraine, a averti Joe Biden. Olaf Scholz a assuré être sur la même longueur d'onde que Washington quant aux sanctions à infliger à Moscou en cas d'offensive sur l'Ukraine. Welcome everyone. En cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN et ses alliés seront prêts à réagir. C'est le message qu'ont voulu envoyer le président des États-Unis et le chancelier allemand ce lundi depuis la Maison-Blanche à Washington. Si la Russie fait le choix d'envahir l'Ukraine, nous sommes conjointement prêts et l'OTAN aussi. Aujourd'hui, le chancelier et moi-même avons discuté de notre étroite coopération et élaboré un solide ensemble de sanctions qui vont clairement démontrer la détermination internationale et entraîner des conséquences rapides et sévères si la Russie viole la souveraineté de l'Ukraine et son intégrité territoriale. Malgré l'unité affichée, le dossier du gazoduc Nord Stream 2 continue de diviser Washington et Berlin. Si la Russie envahit, ce qui signifie que des chars et des troupes traversent à nouveau la frontière de l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Olaf Scholz, qui a rappelé qu'États-Unis et Allemagne étaient absolument unis sur les sanctions à infliger à la Russie, a néanmoins veillé à ne pas mentionner nommément le gazoduc. Comme je l'ai déjà dit, nous agissons ensemble. Nous sommes absolument unis et nous n'allons pas prendre de mesures différentes. Nous allons prendre les mêmes mesures et elles seront très très dures pour la Russie et ils devraient le comprendre. Le gazoduc Nord Stream 2, qui doit relier la Russie à l'Allemagne, est déjà construit mais il n'est pas encore entré en fonctionnement. L'Allemagne est très liée à Moscou sur le plan commercial et gazier, mais pour Washington, cette infrastructure sous-marine dote la Russie d'un levier énergétique et stratégique trop important. L'accès aux semi-conducteurs est désormais une bataille commerciale et stratégique. Dans ce contexte, la Commission européenne doit dévoiler mardi ses propositions pour renforcer la recherche et la production de ces produits essentiels. Lors d'un déplacement au centre interuniversitaire de microélectronique à Louvain en Belgique, le commissaire européen en charge du marché intérieur a souligné la nécessité pour les 27 d'être plus autonomes dans ce secteur.
L'institution veut proposer une stratégie de 45 milliards d'euros pour multiplier par 4 d'ici 2030 la production européenne. Nous allons avoir 3 paquets principaux. L'un pour soutenir la recherche et le développement avec des subventions entre 11 et 12 milliards d'euros. Le deuxième est destiné à soutenir les usines et très grandes usines de production à hauteur de 30 milliards d'euros d'argent public. Le troisième aidera les start-up avec un fonds de 2 à 5 ou 6 milliards d'euros pour soutenir spécifiquement les start-up du secteur. L'essentiel des moyens débloqués est destiné aux usines de fabrication de semi-conducteurs qui manquent en Europe. L'Union semble même prête à assouplir ses règles en matière d'aide d'État pour soutenir ce projet. À l'heure actuelle, l'Asie fournit les 3/4 de la production de microprocesseurs. 92% des puces les plus perfectionnées sont fabriquées à Taïwan. Les semi-conducteurs se retrouvent dans de nombreux objets du quotidien comme les téléphones portables, les voitures, mais aussi dans les avions de chasse ou tout ce qui touche à Internet. Mais la pandémie et les perturbations mondiales sur les chaînes de production ont accru le besoin d'autonomie des Européens dans ce secteur. De plus, le marché est appelé à progresser de façon exponentielle. Les gouvernements à travers le monde, dont la Chine et les États-Unis, injectent ainsi des milliards d'euros dans ce domaine. Pour rester dans la compétition, l'Union doit suivre ce chemin. C'est un écosystème très interconnecté où nous dépendons vraiment des autres régions. Il est donc très important que l'Europe renforce ses positions afin de renverser les dépendances en Europe. Derrière ces investissements publics massifs, l'enjeu est aussi de savoir si les entreprises de semi-conducteurs veulent établir des lignes de production dans l'Union européenne. Le cyclone Batsirai a quitté Madagascar lundi en épargnant les principales villes, mais en faisant tout de même au moins 21 morts. 70 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile, ravagées par la pluie et les rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 165 km/h. La principale route reliant l'île du nord au sud a été en partie détruite, rendant difficile l'accès à certains villages. Le cyclone a d'abord frappé la côte orientale de Madagascar sur une zone de 150 km de long, peu densément peuplée, mais très agricole. En se déportant vers l'ouest, la tempête a dévasté des rizières, principale culture de l'île. À Mananjari, épicentre du cyclone, ces familles font part de leur détresse. Notre maison s'est effondrée. Nous ne savons pas où aller, nous dit cette femme. Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons nulle part où aller. Toutes nos affaires étaient dans notre maison. Les vêtements des enfants, les fournitures scolaires, tout a été détruit. Ce n'est pas seulement la maison qui est le problème, nous dit cet homme, mais aussi la difficulté de maintenir la population en vie après cette catastrophe. Nous devons aider tout le monde. Le cyclone Batsirai a frappé Madagascar alors que l'île subit une grave sécheresse dans le sud qui a plongé plus d'1 million de Malgaches dans la malnutrition aiguë avec des poches de famine. Le Cap-Vert pourrait devenir cette année le plus grand site de ponte de tortues au monde. Plus de 200 000 nids ont été détectés dans l'archipel l'année dernière, dont 60% sur une seule plage de l'île de Boa Vista, où a été mis sur pied un projet de conservation. L'année dernière, en 2021, nous avons trouvé 155 000 nids ici à Boa Vista. Nous pensons que le Cap-Vert pourrait finir par avoir la plus grande population de tortues carouanes au monde. Cette tortue est classée comme une espèce protégée en voie de disparition. Depuis des années, elle est intensément chassée pour ses œufs et la richesse de sa chair. Traditionnellement, la tortue était une ressource alimentaire pour les habitants du Cap-Vert. Au cours des 20 dernières années, cela a beaucoup changé. Il y a également une plus grande sensibilisation à l'environnement, en particulier chez les jeunes. Et nous avons montré que leur existence est bonne pour le tourisme au Cap-Vert. Les tortues sont une espèce légalement protégée dans l'archipel. Le programme de formation à la conservation emploie une trentaine de résidents et accueille 26 volontaires, principalement des étudiants provenant de plusieurs pays européens.